Rolex, la marque emblématique, la montre parmi les montres, le luxe à l'état pur, la pièce que l'on doit posséder avant ses 40 ans, sous peine d'avoir raté sa vie selon Jacques Séguéla, c'est faux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Je vous propose aujourd'hui une petite plongée dans l'univers incroyable de certaines histoires qui concernent les montres Rolex. Ne perdons pas plus de temps, allons-y. Peter Plains est un expert américain qui travaille pour une émission de TV nommée The Antique Roadshow. Cette émission va de ville en ville et propose aux gens détenteurs de biens de venir les proposer afin d'en avoir une expertise et peut-être de pouvoir en faire une espèce de vente aux enchères afin de pouvoir vendre leurs objets. En gros, c'est un petit peu l'affaire conclue des États-Unis. Lors de sa venue dans la ville de West Fargo située dans le Dakota du Nord aux États-Unis, Peter Plains aura eu la surprise de rencontrer ce monsieur. Ce monsieur qui, malgré ses airs de Dumbledore badass, n'est autre qu'un vétéran de la guerre du Vietnam. Le vétéran nous explique que lorsqu'il était basé en Asie, il en a profité pour parfaire ses compétences de plongeur sous-marin. Il a donc décidé de s'offrir une très belle montre destinée à timer ses plongées, à faire ses paliers de remontée, etc. Il aura donc opté pour l'achat d'une Rolex Daytona Cosmograph qui sont des montres spécialement faites pour ce sport qu'est la plongée. Notre militaire va donc dépenser pas moins d'un mois de salaire de l'époque, soit 345,97 $, afin de pouvoir s'offrir sa nouvelle compagne de plongée. Il la recevra quelques mois plus tard par la poste et le gars va naturellement commencer à plonger avec. Non, c'est faux. Il a en réalité ouvert son colis et il s'est rendu compte que la montre était bien trop belle pour la prendre avec lui dans les méandres des eaux salées au risque de l'abîmer. Alors vous trouvez peut-être ça illogique, mais vous allez voir que le futur va probablement lui donner raison. À la fin de la guerre, lors de son retour aux États-Unis, notre vétéran va aller déposer la montre dans un coffre-fort sécurisé, pas moins de 45 ans. Et après ce délai énorme, le gars se dit naturellement « Tiens, c'est marrant, j'ai toujours une petite Rolex là qui traîne dans le fond d'un tiroir, et puis il y a cette émission là qui passe dans la région, j'irai bien voir ce qu'elle vaut ma Rolex. » Le rendez-vous est pris et notre vétéran, affublé du plus sexy de tous ses bandanas, se pointe sous un soleil de plomb, qui fait d'ailleurs beaucoup rougir notre expert, pour se voir annoncer une nouvelle absolument incroyable. A watch like this at auction is worth about $400,000. Sa montre, si elle avait été portée, vaudrait pas moins de 400 000 $. J'adore parce que le vétéran va se décider à troller l'émission et il va simuler un malaise, il va se rouler par terre le mec. Et ça me fume parce que tu vois que le mec, il le fait exprès, l'expert il a zéro réaction, les gens autour, tout le monde se marre, il y a juste une petite dame qui vient voir si tout va bien puis elle se rend compte qu'il y a des caméras et elle se casse. Petit moment de malaise suspendu dans le temps, le vétéran se relève en rigolant, en même temps le mec il a fait le Vietnam, il a dû en voir d'autres. L'expert va donc reprendre son laïus après ce petit interlude musical pour terminer son propos et annoncer au vétéran que sa montre vaudrait 400 000 $ si elle avait été portée. Mais la sienne est en parfait état. Elle vaut donc la coquette somme de 700 000 $. Your watch at auction today, $500,000 to $700,000. Et alors là, le vétéran, il va pas simuler une chute, il va simplement balancer une flopée d'insultes. J'adore le décalage du mec par rapport à la situation qu'il est en train de vivre. Ce modèle de chez Rolex est en réalité une montre emblématique, car l'un de ses exemplaires a été porté par l'acteur Paul Newman. La montre personnelle de Paul Newman a d'ailleurs été vendue aux enchères pour la somme plutôt sympathique de 17,8 millions de $. Et grâce à tout ce coup de pub, la montre se nomme maintenant la Rolex Daytona Panda Paul Newman. Et vous vous demanderez du coup ce que le mot panda vient foutre dans l'intitulé de cette montre. Eh bien en fait, cela est lié simplement au code couleur du cadran de la montre. Un gros cadran blanc sur des petits cadrans noirs, ça fait penser à la tête un petit peu toute joufflue et toute ronde d'un petit panda. Pour parler des codes couleurs, il existe par exemple des montres Pepsi qui sont rouges et bleues ou encore des montres Hulk qui sont toutes vertes. Je pense que la référence colorimétrique parlera d'elle-même. Et pour en revenir à notre vétéran, eh bien l'histoire ne nous dit pas ce qu'il en a fait de sa Rolex, on ne sait pas s'il l'a vendue ou s'il l'a gardée. L'expert lui glissera quand même dans l'oreille que si jamais un jour il se décide à la mettre à son poignet, on peut estimer que la montre perdra la moitié de sa valeur. Et si jamais il y a une petite information qui pop sur le prix de vente ou sur ce qu'il est advenu de cette montre, eh bien je ne manquerai pas de vous le faire savoir, que ce soit au détour d'une nouvelle vidéo ou que ce soit sur mes réseaux sociaux auxquels vous pouvez vous abonner. Allez, on va changer d'ambiance, on va partir sur un truc un petit peu plus sombre. Je vous présente Albert Walker, citoyen canadien et 4e personnalité la plus recherchée par Interpol en 1996. Nous sommes en 1990 en Ontario,
province canadienne. Albert Walker, citoyen exemplaire, aucune inscription au casier judiciaire, chanteur dans la chorale de son église et père de 4 enfants, se volatilise mystérieusement. Il disparaît littéralement dans la nature, mais pas sans rien, puisque le compte en banque du couple, qui abritait pas moins de 10 millions de dollars, ils étaient plutôt économes, se retrouve complètement vide au même moment. La femme d'Albert se retrouve donc seule non plus avec 4, mais 3 enfants, car la plus âgée des filles d'Albert Walker, âgée de 15 ans à l'époque, semble également avoir mystérieusement disparu avec son papa. Le gars va vivre une vie de cavale, en grande partie en Europe, on le voit apparaître dans différents hôtels de luxe, au volant de grosses voitures, et se vante, d'après ceux qui le connaissaient, de fréquenter des grosses personnalités du monde. Il se vantera notamment d'avoir dîné avec Ronald Reagan ou encore d'être un ami de Rod Stewart. Albert Walker s'établira finalement quelques mois plus tard dans le Yorkshire en Angleterre et s'y présentera comme un homme d'affaires, accompagné de sa jeune épouse, qui n'est autre que sa fille. Déjà, ton mari te quitte et il se barre avec toutes tes économies. T'es pas bien. Mais en plus de ça, il épouse votre propre fille. Mineure. Sale dossier. Bon, et du coup, le frangin, il fait ses petites affaires en Angleterre, sauf qu'il a un mandat d'arrêt international au cucu. Mais oui, forcément, tu ne te casses pas de là où tu vis en volant 10 millions de dollars et en épousant ton enfant, sans avoir un minimum de conséquences. On avance un petit peu dans le temps, et nous sommes maintenant en 1992. Albert Walker fera la connaissance d'un homme via l'intermédiaire de l'une de ses employées. Cet homme deviendra son ami, et ce nouvel ami se nomme Ronald Platt. Alors, Ronald, il a une histoire un tout petit peu particulière lui aussi. Il est également expatrié du Canada et a un rêve, c'est de revoir sa terre natale. Sauf que Ronald, il a pas la thune de notre Albert là. Alors Albert, il a une petite idée et il se fend d'une petite proposition envers son nouvel ami Ronald. Il le prend par l'épaule comme ça et il lui dit: écoute Ronald, tu sais j'ai un petit problème, j'ai un mandat d'arrêt au cul parce que je baise ma fille, tout ça. Alors du coup, j'ai un deal. Je te paye tes billets d'avion pour le pays du sirop d'érable et toi, en échange de ça, tu me prêtes tes papiers d'identité. Comme ça, je peux faire mes petits bises, tout ça un petit peu pépouze, sans avoir le risque de terminer au placard. Est-ce que ça te va? Et Ronald de lui répondre: franchement frérot, ça me semble honnête, je suis sûr que t'es un mec bien, je pense qu'on part sur un deal. Albert prend donc l'identité de Ronald et Ronald, quant à lui, il part en city trip au Canada. Il est donc important de comprendre qu'ils n'ont pas échangé leurs identités, Albert a simplement effacé la sienne en prenant celle de Ronald, il est donc Ronald en Angleterre et le vrai Ronald est au Canada sous sa même identité, ce qui ne pose du coup aucun problème. Et le vrai Ronald va finalement essayer de refaire sa vie au Canada, sauf que ça ne va pas marcher, ses affaires ne vont pas prendre, et 2 ans après, il est de retour en Angleterre dans le Yorkshire. Mais il reste en contact avec l'homme qui usurpe désormais son identité. Albert Walker vit désormais une vie tranquille sous sa nouvelle identité, sauf que maintenant il y a 2 Ronald au même endroit et ça devient un petit peu gênant. Nous arrivons en 1996 et Albert Walker va proposer quelque chose à son ami Ronald qu'il ne pourra pas refuser. Il veut désormais totalement posséder l'identité de l'homme dont il l'avait usurpé initialement. Il invite donc cet homme à faire un tour sur son yacht avec une sombre idée derrière la tête. Les 2 Ronald partent donc faire une petite croisière au milieu de l'océan, mais il n'en reviendra qu'un seul. Je vous laisse deviner lequel. Au milieu de la mer, Albert Walker fracassera le crâne de l'homme dont il usurpait l'identité depuis 4 ans, il prendra soin de lui vider les poches, il l'attachera ensuite à l'ancre du bateau avec laquelle il venait de le tuer, et l'enverra servir de nourriture aux poissons. Sauf que Albert oubliera un petit détail. Un tout petit détail! La montre que portait Ronald Platt à son poignet. Et pourtant, au préalable, il avait pensé à quasiment tout. Il a mis quasiment 4 ans à effacer l'identité de son prédécesseur, il aura désactivé les balises de localisation du bateau, bref, le mec était organisé. Malgré cela, 8 jours plus tard, un chalutier qui pêchait dans la Manche remontera le corps sans vie de Ronald Platt. Une enquête sera alors ouverte et le cadavre ayant conservé sa montre au poignet ainsi que les numéros de série s'y trouvant permettra à la police via les numéros de série de se rendre au domicile où est censé résider Ronald Platt. Et vous le voyez venir comme le nez au milieu de la figure, la police va tomber nez à nez avec Albert se faisant passer pour Ronald. Ce qui va non seulement permettre aux forces de l'ordre de se rendre compte de l'usurpation d'identité, du meurtre, mais également d'appeler leurs collègues canadiens concernant le mandat d'arrêt international délivré à l'encontre d'Albert, et Albert Walker finira donc sa vie derrière les barreaux après avoir pris une peine de prison à perpétuité, offrant par la même occasion aux enquêteurs le luxe de même connaître l'heure exacte du meurtre grâce à la montre qui s'est arrêtée au moment de l'immersion du corps. Cette histoire a quand même fait l'objet de 2 livres et de 3 films, il est donc possible que j'ai oublié certains détails. Si vous en voyez qui sont importants à rajouter à l'histoire, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire.
Alors cette histoire-ci, elle était un petit peu lourde, mais je vous propose de terminer par une troisième histoire qui, je pense, va réchauffer le cœur de chacun d'entre vous. Laissez-moi vous présenter Matt Cullity. Matt est un surfeur australien vivant dans le Queensland. Notre surfeur s'est fixé une mission que personnellement je trouve vachement cool. Lors de ses sorties sur les côtes australiennes, le gars passe une partie de son temps à plonger, déjà pour nous montrer des paysages et des animaux absolument incroyables, mais en plus de ça, il passe son temps à dépolluer les mers pour y récupérer tout ce qui n'a rien à foutre là. Il ramasse tantôt des déchets divers, tantôt des quilles de planches de surf tombées parce qu'elles étaient mal fixées, et de temps à autre, une petite Rolex. Vous avez bien entendu, lors de l'une de ses sorties, en 2023, Matt est tombé complètement par hasard sur une montre Rolex au milieu de la mer. Alors Matt a pris le pli d'envoyer cette montre à l'un de ses amis résidant à Melbourne qui a pour le coup un solide carnet de contacts. Et il a un contact sympa qui n'est autre qu'une bijouterie spécialisée dans la revente de montres de la marque Rolex. Donc Matt il fait son petit colis là, il l'envoie à son pote, le pote réceptionne le colis et il se rend dans la bijouterie. Premier petit point rigolo de l'histoire, c'est que en ouvrant le colis dans la bijouterie, ils vont simplement foutre du sable partout sur le comptoir, ce qui va un petit peu énerver le bijoutier, mais ce dernier va quand même authentifier la montre et affirmer qu'il s'agit d'une authentique Rolex Submariner référence 5513. Naturellement, n'importe qui trouverait une Rolex comme ça se dit « Tiens, c'est l'occasion de faire un petit billet », mais ce n'est pas le cas de Matt. Matt avait en effet remarqué qu'au dos de la montre se trouvait une inscription particulière, ce qui lui en a fait déduire qu'elle devait certainement avoir une valeur sentimentale pour quelqu'un quelque part dans le monde. Matt s'est alors lancé en quête de retrouver le fameux propriétaire de cette montre et franchement rien que pour ça, respect à toi mec. L'affaire a été partiellement relayée par les médias australiens et Matt a commencé à faire courir le bruit autour de lui de partager ses publications afin de pouvoir retrouver le propriétaire initial du précieux garde-temps. Et là, on va arriver au deuxième effet qui se coule de cette petite recherche. D'ailleurs, si vous avez la ref de l'effet qui se coule, vous êtes probablement aussi vieux que moi et j'en suis désolé. Mais Matt va recevoir une flopée de messages, pas loin de 200, pour lui proposer de racheter la montre. Il y a même un acheteur potentiel qui ira jusqu'à lui proposer un bitcoin. Et là, si vous vous mettez à la place de Matt quelques instants, franchement je vous mets au défi de refuser toutes ces sommes d'argent pour un objet que finalement vous avez trouvé dans l'océan et de ne pas corrompre vos valeurs pour un pactole. Franchement, un mec bien. Les jours passent et finalement Matt va recevoir un message disant ceci. Si la montre possède une inscription spéciale au dos, il s'agit sans doute de la mienne. J'ai déjà contacté la police ainsi que Rolex pour voir s'il avait été retrouvé. J'aimerais si possible récupérer cette montre car elle symbolise des souvenirs très spéciaux pour moi. Signé Rick. Et l'histoire prend alors une tournure très spéciale, non seulement pour Matt, mais aussi pour Rick. L'inscription au dos de la montre mentionne « offerte en 1971 ». Alors, revenons sur Rick un petit instant. En fait, 1971, c'est l'année de ses 18 ans. Alors, Rick, c'est un grand passionné de sport nautique, à un point tel que cette année-là, il va gagner une compétition de bateau, et à cette occasion, son papa lui fera cadeau de cette fameuse montre. Rick va expliquer que cette montre l'accompagnera partout, car il s'en servait comme chronographe, donc ça peut servir à timer ses temps de parcours, ça peut aussi servir à se repérer, ou à simplement savoir quel temps il a mis à réussir telle ou telle épreuve. Rick portera également la montre sur les pistes de ski lorsqu'il aura vécu en Suisse, il l'aura également portée durant des sessions de ski nautique, la montre a vu du pays, et même les endroits les plus insolites, comme par exemple le fond d'une fosse septique. Car en effet, ce n'était pas la première fois que Rick perdait son ami mécanique. Notre intervenant expliquera qu'en 1980, il était occupé d'aider un ami à réparer sa fosse septique et que, n'ayant pas confiance en son bracelet, il retirera la montre et la mettra dans sa poche. Et finalement, celle-ci terminera par tomber dans le caca en fait, il n'y a pas d'autre mot. La montre passera quand même pas loin de 2 ans au fond de la fosse septique avant que celle-ci soit vidée et que Rick ne puisse la récupérer en parfait état de marche. Un petit tour chez Rolex, un entretien et hop, on est reparti pour un tour. Ah, c'est sûr que c'est pas des montres de merde, hein. Montre de merde, fosse septique, vous l'avez ? Bref, après cette mésaventure, Rick remplacera le bracelet initial de sa montre par un bracelet velcro qu'il estimera être un petit peu plus fiable. La montre continuera donc son chemin au poignet de Rick jusqu'à un matin de l'année 2019. Ce matin-là, Rick part surfer sur une mer plutôt calme, mais il expliquera qu'il est un petit peu préoccupé, il se sent pas tout à fait dans le mood et il ne sera pas très concentré sur son surf. Rick fait sa petite session, il finit tout ça et puis il retourne à son camion pour ranger son matériel. Et au moment de remettre sa planche de surf dans son utilitaire, c'est le choc. Rick se rend compte à ce moment précis qu'il vient de perdre une deuxième fois sa montre, emportant avec elle tous ses souvenirs ainsi qu'une partie de la mémoire de son père. Notre homme est évidemment sous le choc, mais c'était sans compter sur l'honnêteté, l'acharnement et aussi le petit coup de bol dont a fait preuve Matt.
Rick n'ayant pas de réseaux sociaux, je vous laisse imaginer sa tête lorsque l'un de ses amis déclare qu'il a vu passer une publication d'un gars qui aurait potentiellement retrouvé sa montre en juin 2023. La fille de Rick l'aidera à contacter Matt en lui envoyant le message que je vous ai cité plus haut. Ils enverront ensemble une autre série de messages afin de s'assurer que les numéros de série correspondent, et là, surprise, il semblerait que la montre soit bien celle que Matt ait trouvée, et clou du spectacle, elle fonctionne parfaitement. Comme vous pouvez le voir sur les photos, la montre fonctionne, elle n'est plus en état de première fraîcheur, mais elle marche. Rick racontera avoir fondu en larmes le soir où il apprendra la nouvelle. Les deux hommes finiront par prendre rendez-vous dans la ville de Noosa, l'endroit où a été perdu et retrouvé la montre, et là où une histoire se termine, eh bien une autre commence. En fait, Matt connaissait déjà Rick, de par son palmarès, parce que le mec est une espèce de légende locale, et donc les deux hommes vont accrocher, devenir amis, et finalement rester en contact jusqu'à aujourd'hui. Et quant à la montre, eh bien elle est actuellement au service d'entretien de chez Rolex Australie, où il travaille d'arrache-pied à pouvoir lui rendre une esthétique correcte, à faire tous les entretiens nécessaires, afin que Rick puisse la récupérer et à nouveau en profiter. Rick apportera un dernier témoignage de cette aventure en disant qu'il est agréablement surpris que, encore aujourd'hui, il existe des gens avec une telle honnêteté et un tel sentiment d'humanité, et franchement, on peut pas lui donner tort. Si ces trois histoires vous ont plu, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le bouton pouce, l'abonnement ainsi que l'espace commentaire sont à votre disposition sous cette vidéo. Et si vous êtes attiré par des objets possédant une histoire, je vous rappelle que vous pouvez aller faire un petit tour sur mon site internet sur lequel vous bénéficiez toujours de 10% de réduction avec le code YouTube10. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que je m'en ai pris à l'écrire. D'ici à la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao!